Le forum du Davos d'été se tient chaque année en Chine. L'édition de cette année, plus formellement appelée la 13e assemblée annuelle des nouveaux champions du forum de Davos, a eu lieu début juillet dans la ville côtière de Dalian et avait pour thème Leadership 4.0, réussir dans une nouvelle ère de mondialisation. Des réunions sur la cybersécurité mondiale, les perspectives économiques chinoises et les voitures autonomes y ont été organisées, et les perspectives de croissance de la Chine étaient au cœur des débats. Au total, c'est plus de 1900 personnes venant d'une centaine de pays et régions qui ont participé au Davos d'été 2019. Quelles sont les particularités ou les différences de Davos d'été par rapport au Davos d'hiver? Ici en Chine, le Davos d'été est un peu plus axé sur le business, sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la science et la technologie. En 2005, c'est le fondateur Schwab qui a lancé l'idée de la création du Davos d'été. Pourriez-vous nous raconter quelques anecdotes? Pourquoi Je pense qu'il faut le mettre aussi dans le contexte plus large. On a participé, je pense, une petite partie dans toute la réforme et ouverture de ce formidable pays. Et selon vous, quelles sont les bonnes qualités ou bien les habitudes qu'on doit avoir dans la vie quotidienne pour devenir un bon leader? Le premier, avoir cette connaissance et cette ouverture vers l'avenir. Après, il faut beaucoup d'échanges. Troisième qualité très importante, c'est le partenariat. Bonjour, Monsieur David Ekman, bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour. Le Davos d'été se tient tous les ans en Chine. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les particularités ou les différences de Davos d'été par rapport au Davos d'hiver? Voilà, alors tout le monde connaît notre réunion de Davos en Suisse, qui est plutôt axée sur les thématiques géopolitiques, les grandes affaires macroéconomiques. Ici en Chine, le Davos d'été est un peu plus axé sur le business, sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la science et la technologie. Et il y a une très bonne raison, c'est parce que quand on a débuté ce meeting il y a maintenant 14 ans, on voyait que la Chine était en train d'avancer, d'innover et que l'avenir de ce pays était vraiment basé sur la croissance aussi dans la science, technologie et innovation. Alors nous, on voulait absolument partager ce côté intéressant qui n'était pas très connu. Les gens ne savaient pas que la Chine investit tellement dans l'innovation, mais aussi parce qu'on voyait que les entreprises chinoises étaient prêtes à partir sur les marchés internationaux. Alors, il faut aussi souligner que c'est une réunion qui est globale. On a cette semaine 120 pays qui sont présents, avec presque la moitié ou peut-être 60% des participants qui viennent du business, qui ont des intérêts stratégiques en Chine et qui sont là pour échanger avec les leaders de la société. Et cette année, cette édition du Davos d'été se tient du 1er au 3 juillet à Dalian. Donc, quel est le thème de cette édition du forum et comment faut-il le comprendre? Très bien, oui. Alors, cette année, on parle du leadership, qui est une thématique bien connue dans le monde du business. On parle souvent de leadership, mais nous, on parle cette année de leadership 4.0. Comme l'industrie 4.0. Et la raison pour laquelle on a pris ce thématique, c'est parce que nous pensons que nous sommes dans une phase de mondialisation qui est nouveau. C'est la 4e phase de la mondialisation. Alors, au début, pendant la révolution industrielle, on a vu l'interconnectivité, surtout en Europe, grâce à la technologie. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu l'intégration des systèmes politiques, création des institutions pour la gouvernance mondiale. La 3e phase de mondialisation, c'était vraiment avec le lancement de l'Internet et toute cette technologie qui a pu rassembler les gens.
Mais cette phase de la mondialisation est vraiment pris fin vers 2008 avec la crise financière globale. On a vu que l'intégration des marchés était un peu trop vite et les gens, il y avait des conséquences secondaires qui n'étaient pas prévues. Et maintenant, on est dans une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, c'est vraiment, bien sûr, grâce à la technologie. C'est non seulement l'Internet, mais aussi les autres technologies qui ne respectent pas forcément les frontières. Le data, la cybersécurité, il y a plein de choses. L'intelligence Et artificielle. l'intelligence artificielle peut aller dans le monde entier. C'est aussi le changement climatique. On a une crise de climat bien connue. On a maintenant un contexte entre les pays de compétition régionale et entre les pays qui est en train de changer. Bien sûr, grâce à la technologie qui fait de nouveaux entrants et de nouveaux compétiteurs, mais aussi à cause des inégalités sociales. On a vu en Europe, on a vu aux États-Unis et dans d'autres pays, le sentiment d'injustice et d'inégalité entre les riches et les pauvres, entre les gens qui ont une voix dans la société et pas. Et tous ces quatre facteurs, c'est des choses qui sont en train de basculer et de changer les caractéristiques de la mondialisation. Alors c'est très important que les leaders, ils arrivent à comprendre et développer des stratégies pour cette nouvelle contexte. En parlant de ce leadership 4.0, je sais qu'aujourd'hui vous allez participer à une conférence intitulée Leadership 4.0. Donc c'est un dialogue pour discuter des qualités et de bonnes habitudes qu'on doit avoir pour un bon leader. Donc selon vous, quelles sont les bonnes qualités ou bien les habitudes qu'on doit avoir dans la vie quotidienne pour devenir un bon leader? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est vraiment avoir cette connaissance et cette ouverture vers l'avenir. Et ça, c'est pas facile. Souvent, surtout dans le business, on est très concentré sur le prochain résultat, sur le court terme. Et ce qu'on essaie de faire ici, c'est de soulever la tête des leaders, de regarder au-delà de l'horizon et de penser vraiment au big picture, à la grande échelle, et d'anticiper peut-être ce qui arrive. Alors on a beaucoup de démonstrations et de sessions qui vont essayer de montrer cette nouvelle phase de mondialisation et pour vraiment rendre les gens plus intelligents et plus ouverts à ces changements. Après, il est vrai que pouvoir anticiper, pouvoir développer des stratégies, il faut beaucoup d'échanges. Il faut regarder dans d'autres secteurs. Ce qui se passe, par exemple, dans un secteur de l'industrie peut s'inspirer avec ce qui se passe dans un autre secteur ou peut-être dans un autre domaine. Par exemple, il y a beaucoup de concepts de business. Par exemple, la notion de plateforme et comment gérer des plateformes, et c'est une connaissance des nouvelles technologies comme les téléphones ou l'Internet. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ces concepts à l'environnement ou à des solutions pour la société? Alors, avoir cette différence d'échange entre les différences d'opinion, les différentes cultures, les différentes façons de travailler, je pense que c'est très important et c'est très utile pour les leaders de pouvoir, c'est pas juste du networking, c'est de l'échange, du vrai échange et dialogue entre les gens avec vraiment de différentes perspectives. Et dernièrement, je pense que la troisième qualité très importante, c'est le partenariat. Parce que quand on pense à cette nouvelle phase de mondialisation, tous ces problèmes comme la cybersécurité ou l'environnement, forcément, on a besoin de collaborer pour les solutionner. Collaborer entre le business et le gouvernement, mais aussi coopérer entre les pays, parce que la pollution d'air, ça n'arrête pas à la frontière d'un pays. Le changement climatique ne distingue pas entre les riches et les pauvres. On est tous affectés. Alors, si on veut vraiment travailler sur ces problématiques, les solutionner, il faut vraiment coopérer et collaborer. Alors, c'est quand même
challenge, c'est pas facile de coopérer tout le temps. Alors, ce que nous on fait, le World Economic Forum, on est quand même une organisation internationale pour la coopération publique-privée. Nous, on fait des initiatives, des projets, des working groups pour collaborer, pour travailler sur ces gros problématiques. Et je pense qu'avec ce processus continuel de collaboration, on arrive à souder, à renouer les liens de confiance et de faire travailler les leaders ensemble. Et je pense que ultimement, c'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut pour assurer que la mondialisation soit équitable pour tout le monde et pour assurer que les pays ne vont pas en guerre, qu'on peut promouvoir la paix et qu'on peut vraiment aider les gens à travailler ensemble. Et en 2003, vous avez rejoint le Forum économique mondial. Oui. Et en 2005, c'est le fondateur Schwab qui a lancé l'idée de la création du Davos d'été. Donc vous connaissez bien le processus de cette décision. Pourriez-vous nous raconter quelques anecdotes? Pourquoi avoir choisi? Je pense qu'il faut le mettre aussi dans le contexte plus large. C'est-à-dire que le World Economic Forum, on est engagé avec la Chine depuis 40 ans. Quand le fondateur, professeur Schwab, a vu les réformes de Deng Xiaoping, il lui a envoyé une lettre pour l'inviter à Davos, pour partager avec le monde, pour dire si vous êtes vraiment en train d'ouvrir le pays, qu'est-ce que le Forum économique mondial peut faire pour vous soutenir, pour vraiment soutenir ce développement très important. Alors, il était invité, le professeur Schwab, l'année d'après, pour venir en Chine. Et il a fait le tour. Et depuis l'année 81, on fait des forums ici en Chine, en continu, depuis tout ce temps. Et on a participé, je pense, une petite partie dans toutes les réformes et ouvertures de ce formidable pays. Et au début, c'était vraiment d'apporter les leaders et surtout les CEO et leaders de business pour partager le meilleur des pratiques internationales, pour vraiment aider à éduquer les leaders d'entreprises chinois, de faire des partenariats, des joint ventures, et c'était vraiment le monde qui venait en Chine. Et le Chine qui apprenait ce nouvel système de capitalisme et d'échange international. Mais en 2004 et 2005, on a vu que les choses étaient en train de changer. Après toutes ces années de réforme et d'ouverture, maintenant les entreprises chinoises avaient bien pris leurs leçons et ils étaient prêts non seulement à partir dans le monde entier, mais aussi à partager des expériences, à instruire aussi les gens, les leaders internationaux, parce que maintenant ils avaient des expériences chinoises bien particulières qui étaient là pour enrichir les autres leaders. Alors on a dit, mais il faut changer. C'est pas apporter le monde pour instruire la Chine, c'est amener la Chine et faciliter la Chine dans son expansion globale. Alors là, je pense que depuis 13 ans, on a joué un rôle important. On a vu année en année le nombre d'entreprises chinoises qui partent à l'étranger dans de nouveaux marchés, c'est en croissance incroyable. Le nombre d'entreprises chinoises qui sont maintenant les plus grandes sociétés du monde entier. Dans la liste de top 10, je pense qu'il y a 3 ou 4 entreprises chinoises. Alors, ça a complètement changé depuis qu'on fait cette Davos d'été. Je pense qu'on a joué un petit rôle en tant que plateforme, mais c'est aussi grâce à l'incroyable investissement, innovation et du travail du peuple chinois et des entreprises chinoises. Quelles sont les particularités ou les différences de Davos d'été par rapport au Davos d'hiver? Ici en Chine, le Davos d'été est un peu plus axé sur le business, sur l'entrepreneuriat
l'innovation et la science et la technologie. En 2005, c'est le fondateur Schwab qui a lancé l'idée de la création du Davos d'été. Pourriez-vous nous raconter quelques anecdotes? Pourquoi Je pense qu'il faut le mettre aussi dans le contexte de plus large. On a participé, je pense, une petite partie dans toutes les réformes et ouvertures de ce formidable pays. Et selon vous, quelles sont les bonnes qualités ou bien les habitudes qu'on doit avoir dans la vie quotidienne pour devenir un bon leader? Le premier, avoir cette connaissance et cette ouverture vers l'avenir. Après, il faut beaucoup d'échanges. Troisième qualité très importante, c'est le partenariat. Une croissance solide et une stabilité évidente. Le PIB du pays a augmenté de 6,2% au deuxième trimestre de cette année. Cela porte le taux de croissance de la Chine à 6,3% pour le premier semestre de 2019, atteignant 45 000 milliards de yuan. Cela représente environ 6 500 milliards de dollars américains. D'autres données publiées montrent également que l'économie continue de croître à un rythme soutenu. La valeur ajoutée totale des entreprises industrielles du pays a affiché une croissance régulière au cours de la même période, en hausse de 6% sur un an. La croissance des investissements en actifs immobilisés a été de 5,8% au premier semestre de l'année, soit une croissance supérieure à celle des 5 premiers mois. En outre, l'emploi est resté stable avec un taux de chômage dans les zones urbaines de 5,1%. Des problèmes internes et externes persistent pour l'économie du pays, mais les experts affirment que, même si une pression à la baisse se maintenait au second semestre, les indicateurs fondamentaux solides de l'économie peuvent encore apporter de l'optimisme pour le développement du pays. Je pense qu'il y aura une plus grande résilience en termes de performance économique qui sera reflétée dans 3 aspects. Premièrement, les réductions d'impôts à grande échelle et les réductions de frais contribueront davantage à soutenir l'économie. Ensuite, des mesures d'ajustement anticycliques renforceront la gestion macro-prudente. Enfin, l'ouverture et la réforme renforceront également notre confiance. De plus, la consommation, qui a joué un rôle de premier plan dans la croissance, a représenté plus de 60% du PIB au cours du premier semestre, et cela représentait les 2/3 de la croissance totale l'an dernier. Ces dernières années, la croissance rurale a dépassé celle des villes. Les dépenses de consommation par habitant des ménages urbains ont augmenté de 4,1%, mais dans les zones rurales, ce chiffre est de 6,4%. Par ailleurs, les investissements en immobilisation en Chine, qui comprennent des actifs matériels tels que les machines et les bâtiments, ont également repris au premier semestre de l'année. Le montant total s'élevait à près de 30 000 milliards de yuan, en hausse de 5,8%, ce qui est plus rapide que la croissance des 5 premiers mois. Cela comprend 18 000 milliards de yuan du secteur privé. Les investissements dans le secteur primaire, qui utilise les ressources naturelles, ont diminué de 0,5% et il a augmenté de près de 3% dans le secteur secondaire avec ses produits finis. Mais le secteur des services a affiché une croissance beaucoup plus forte avec plus de 7%. Les investissements dans la fabrication de haute technologie ont augmenté de plus de 10%. Et dans les services de haute technologie, la croissance a atteint 13,5%. Les solides résultats du premier semestre ont jeté les bases d'une croissance économique continue. Les défis restent à venir, mais les experts disent que la Chine est prête à résister à la pression. L'année dernière, on célèbre le 40e anniversaire de la réforme et d'ouverture de la Chine. Et cette année, on célèbre aussi le 60e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Donc, comment jugez-vous l'impact du forum de Davos d'été sur le développement économique de la Chine? Alors, on était très fiers et très contents que le professeur Schwab était un des leaders qui a été honoré avec la médaille de l'amitié pour la réforme et ouverture. Il y avait 10 étrangers qui ont reçu la médaille et c'est le président Xi qui a donné la médaille à professeur Schwab en reconnaissance du travail du World Economic Forum et de lui en particulier dans cette histoire de réforme et ouverture. Le Davos d'été, je pense, a vraiment souligné le côté innovation et le côté développement scientifique. Je me souviens l'année passée, on avait des journalistes qui sont venus de la Californie,
du sein de la high-tech et développement, qui étaient épatés. Ils avaient découvert ce côté de la Chine qu'ils étaient juste, ils n'étaient pas au courant. Et je me souviens, un des journalistes a écrit un grand article qui a dit, si vous voulez comprendre l'avenir de notre monde, il ne faut pas aller à Silicon Valley, il faut aller en Chine pour comprendre. Et je pense qu'on a servi cette information, cette éducation du monde pour que les gens voient vraiment, réellement ce qui se passe ici. C'est une croissance incroyable, une vitesse incroyable. Et là, ce qui m'impressionne personnellement, c'est le peuple chinois. Comment vous êtes capable d'adopter de nouvelles technologies mobiles, des innovations. Et vraiment, il y a une soif de croissance et d'innovation. Il y a une curiosité, une ambition. Et je pense que tous les écosystèmes et tout l'écosystème d'innovation en Chine a cet formidable mélange entre cette ambition et curiosité et innovation, et aussi avec des plans stratégiques pour dire, ben voilà, quels sont les investissements qu'il faut faire, quelle est l'infrastructure qu'il faut mettre en place pour l'Internet plus ou les choses comme ça. Et ça, c'est vraiment puissant, cette combinaison. Et je pense que le monde peut vraiment apprendre quelque chose de l'expérience chinoise, et ça peut aider beaucoup de pays aussi à se développer comme la Chine s'est développée. Et tout à l'heure, vous avez mentionné de la mondialisation 4.0 à plusieurs reprises, et je sais que c'est aussi le thème de la précédente édition du Forum économique mondial. Maintenant, il y a 6 ans que le gouvernement chinois a prononcé l'initiative Ceinture et Route. Donc, quel rôle pensez-vous que cette initiative pourrait jouer pour la mondialisation, surtout la mondialisation économique? D'abord, c'est une excellente initiative parce qu'on a vu statistiquement pendant des années qu'il y avait un gros gap entre les besoins, surtout dans l'Asie Est et l'Asie centrale, d'infrastructures. Si vraiment cette région du monde veut grandir et veut avoir une croissance économique continuelle, il y avait juste un gros débit d'investissement. Alors, tout ce qui était bâti autour, le banque AIIB de développement, le projet Belt and Road, répond à un besoin réel de ces économies pour pouvoir vraiment grandir et continuer à contribuer à la croissance mondiale, parce que c'est quand même cette région en Asie qui contribue en ce moment énormément à la croissance mondiale. Ensuite, ce qui est très impressionnant avec cette initiative de Belt and Road, c'est que c'est une plateforme. C'est vraiment dans l'esprit du temps. C'est-à-dire que la Chine est en train de mettre en place cette plateforme, mais tous les pays peuvent bâtir dessus. Toutes les organisations comme le nôtre peuvent collaborer avec. C'est très ouvert et c'est très intéressant comme modèle de développement régional. Alors pour nous, on le regarde très près. On est très intéressé pour voir les résultats parce que peut-être c'est un nouveau modèle de coopération. C'est pas un free trade agreement, c'est vraiment autre chose. C'est quelque chose de nouveau qui est venu dans le système. Et je pense que ça, c'est très important et très riche parce qu'on voit maintenant que la Chine et d'autres pays ont de différents concepts, ont de nouvelles idées, de nouvelles approches. Et c'est clair que les problématiques du monde, on a besoin de nouvelles approches. On a besoin de fresh thinking, de nouvelles idées. Alors, je pense que l'initiative est très bonne parce que ça représente quelque chose de vraiment nouveau. Bien que le Forum économique mondial soit une organisation non étatique et à but non lucratif, comment décrivez-vous son impact sur le développement de l'économie mondiale? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 rôles.
Un, c'est de vraiment rassembler les gens pour le dialogue et pour faire discuter des problématiques et des thématiques importantes. Et ça, je pense que c'est très utile, parce que souvent, comme je disais avant, les leaders sont pris dans le quotidien, dans le prochain petite crise. Mais il y a toujours le court terme, mais on a des gros problèmes long terme. Et on a besoin de leadership, on a besoin que nos leaders se concentrent aussi sur les gros thématiques. Mais ensuite, on ne peut pas rester là. Notre organisation, c'est non seulement un forum économique, mais c'est une organisation pour le partenariat public-privé. Alors nous, ce qu'on fait pendant toute l'année, c'est qu'on met ensemble des task forces et des groupes de travail pour travailler sur ces grands sujets, pour collaborer ensemble, pour faire un impact positif. Et ça, je pense que c'est non seulement un impact sur l'économie, c'est un impact sur le climat, c'est un impact sur la société. Et ça, c'est notre but. Merci beaucoup, Monsieur Eichmann, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup.